Bonjour et bienvenue sur Histoire Bretonne, la chaîne de Republican History Braze. Aujourd'hui, Lucien va vous conter le moment où la ville de Dinan a dû choisir son camp dans la guerre du duché de Bretagne. Durant la guerre qui scella le sort du duché, dernier conflit entre la France et la Bretagne, Dinan dut choisir entre combattre pour le duc de Bretagne ou se rendre aux troupes françaises. Dans cette guerre de prise et de reprise de places fortes, la ville a tout d'une épine dans le pied du roi de France. Retranché, bien équipé et capable de supporter un siège, Dinan se pose en principale place forte de Bretagne. À la fin du XVe siècle, elle fait partie des plus grandes villes du duché de Bretagne, avec plus de 5000 habitants. Elle est ceinturée de ce que les sources désignent comme la closture et muraille, encore bien préservée de nos jours, et qui constitue ainsi au Moyen-Âge la troisième plus grande enceinte du duché. Seule Nantes et Rennes, ville 3 fois plus peuplée, dispose d'un rempart plus important. Cette muraille, censée protéger les habitants, est en place depuis plus de 200 ans lorsque les Français se présentent à son pied. Pourtant, elle n'a rien d'obsolète. Le tracé suit soigneusement les pentes raides autour de la ville. Pour accroître la force des remparts, on y a ajouté un château sous le règne du duc Jean IV. De nombreuses tours parsèment le pourtour et 4 portes bien défendues autorisent l'accès dans la ville. On adapte aussi les défenses au progrès militaire, en particulier la bête noire des châteaux forts, l'artillerie. Inexistante lors de la construction initiale des défenses, on modifie les structures. Pour cela, en 1476, le maréchal de Rieux est dépêché par le duc pour réviser le système défensif dinanais. On muscle les portes d'entrée, on ajoute des tours d'artillerie arrondies pour faire ricocher les boulets, on creuse des fossés, on élève une contrescarpe sur la partie la plus exposée de la ville. Les défenses sont prêtes lorsque la guerre d'indépendance éclate. Nous sommes en 1487. Le conflit est moins le théâtre de batailles rangées qu'une guerre de place forte que l'on cherche à prendre pour maîtriser le territoire. Les autorités de la ville en ont conscience et se résignent à sacrifier de nombreuses constructions extérieures à la muraille, car elles pourraient servir d'abri aux assaillants. Dans les faubourgs, adossés aux remparts, on décide de démolir des habitations, jetant des familles à la rue. Il faut dégager des glacis de tir, des boulevards d'artillerie, et ces habitations, massées contre la ceinture de la ville, font obstacle. Le faubourg de la Rouerie ainsi que celui de Saint-Malo sont ainsi tristement dégagés. De surcroît, une bande, venue de Dole en 1487, détruit les maisons qui avaient été laissées debout dans ces faubourgs déjà dégarnis pour plus de 30 000 francs de marchandises. De plus, les garnisons françaises n'ont cessé de commettre des excès et de se ravitailler en marchandises sur les campagnes. Des déserteurs, des individualités mal famées commettent des saccages. Les troupes pillent la région et détruisent les indispensables fours et moulins. Malgré cela, Dinan est prête à recevoir les Français, car elle a consenti à de grands sacrifices. Pour renforcer ses défenses, en plus des destructions dans les quartiers périphériques, la ville choisit de détruire l'église Saint-Malo, qui est située en dehors des murs. On craint qu'elle ne fournisse un confortable bastion d'où les Français pourraient bombarder Dinan sans être inquiétés. Les habitants de la paroisse, privés de lieux de culte, sont contraints d'assister aux célébrations dans le couvent des Corteliers, intramuros. Malgré cela, un événement majeur bouleverse le cours des événements. Dès le début du conflit, en 1487, de nombreuses places bretonnes sont prises par les 15 000 soldats du roi de France, sous le commandement de Louis de la Trémoille. Vannes, Ploërmel, Vitré, Laguerche, Redon, Dole, Saint-Aubin-du-Cormier, toutes ces places tombent entre les mains du roi. Seule Nantes et Rennes résistent. Quelques mois plus tard, les Bretons parviennent à reprendre Redon, Lachaise, Ploërmel, Auray, Josselin, Vannes et plusieurs autres. De leur côté, les villes d'Ancenis et de Châteaubriand passent dans le camp breton avec le revirement de leur capitaine, le maréchal de Rieux, mais très vite, le commandant des forces françaises les assiège et les reprend. En définitive, tout l'enjeu du conflit se focalise sur la conquête des villes du duché, et un balai incessant de prises puis de reprises des villes les laisse à l'agonie. Dans cette perspective, Dinan est un objectif clé. À l'image de Rennes et de Nantes, elle fait figure de place imprenable. Pourtant, un cataclysme va tout changer.
Les Français, ayant posé le siège devant Fougères au début de l'été 1488, pensent qu'ils vont s'enliser dans un siège long et usant. Les Bretons de même. Le château de Fougères est imposant, il a fière allure face à l'armée qui se présente à ses pieds. Or, l'artillerie française fait des merveilles contre les imposants remparts, et la ville tombe rapidement. Les habitants s'en sortent bien puisque, malgré cette résistance acharnée, une capitulation tardive leur permet de ne pas voir leur ville détruite. À quelques encablures de là, les troupes ducales se rassemblent pour porter secours à Fougères et s'élancent depuis Rennes. Lorsque cette armée du duc se met en marche, elle ne le sait pas encore, mais il est déjà trop tard. Fougères est aux mains des Français. Les troupes royales prennent à leur tour la route pour poser le siège devant l'étape suivante, Dinan. C'est à ce moment précis qu'un imprévu dramatique survient. Les deux armées, chacune en route vers un objectif différent, se croisent. Le 28 juillet 1488, sur les landes de Saint-Aubin-du-Cormier, par un pur hasard, les troupes se font face. Personne n'avait prévu de combattre ici. Les troupes du duché pensaient prendre les Français entre eux et le château de Fougères. Les Français comptaient poser un nouveau siège, plus loin. Pourtant, sur cette lande ouverte, les deux armées se font face. L'armée bretonne, fougueuse et difficile à discipliner, lance l'assaut sur celle du roi de France. Mais, mal organisée, les Bretons sont massacrés. La défaite est cuisante. Les forces vives du duché sont anéanties. Quelques rescapés trouvent refuge au sein de Dinan, à une 50aine de kilomètres du champ de bataille. Face à cette tragédie, les Dinanais sont effarés. Ils sont parmi les derniers à résister encore, mais pour combien de temps? Et surtout, à quel prix? Ploermel, qui avait tenté de s'opposer aux Français, a été saccagé, alors que Fougères, après s'être rendu, a été épargné. Alors que faire? L'armée bretonne est vaincue. Qui viendra leur porter secours lorsqu'ils encaisseront le dur siège des Français? « Il faut combattre !» s'exclament les uns. « Trop d'argent a été versé dans la défense de cette place. Les murs sont trop épais, les tours trop hautes, les fossés trop profonds. Jamais les Français n'entreront. Trop de destruction volontaire, de familles mises à la rue. Et comment aurait-on pu détruire une église entière pour rien? Il faut se rendre à l'évidence, disent les autres. À quoi bon s'offrir un siège si l'on peut préserver nos vies, nos biens et notre autonomie en nous rendant? Ces paroles rassurantes l'emportent. Ainsi, le 8 août 1488, lorsque les Français se présentent devant les portes de Dinan, une délégation de la ville vient à leur rencontre. On y trouve le lieutenant du capitaine, Amaury de la Mousset, des magistrats comme le sénéchal et l'Aloué, des nobles, des bourgeois, etc. C'en est fini. Malgré toutes les préparations, Dinan vient se livrer à l'ennemi pour préserver ses habitants et ses biens. La ville a dû faire un choix et il ne fut pas simple. Au summum du conflit, à l'apogée de sa puissance, la place renonce. 500 ans plus tard, peut-on juger cette décision? Ce qui est sûr, c'est que, résistance ou pas, la Bretagne a perdu toute initiative. Elle ne peut que se recroqueviller sur elle-même. Et jamais plus, dans son histoire, Dinan ne combattra pour sauvegarder l'indépendance du duché. Merci de nous avoir écoutés, et en attendant le prochain podcast, vous trouverez nos articles sur la page Facebook de Rubicon History Braze. N'oubliez pas de partager et de vous abonner à nos réseaux sociaux, et à bientôt!